Bonjour, bienvenue pour cette édition spéciale d'InOut, édition et émission de télévision qui vous est proposée par Le Monde et par TVR. 4 rendez-vous, ils sont consacrés au bien vivre en ville, à la ville au féminin, à la ville idéale, mais aujourd'hui pour commencer à la ville connectée, la Smart City. Smart veut dire intelligente, est-elle intelligente cette Smart City? Pour répondre à la question, des reportages, on va partir à Nantes, on va partir à Dijon, des plongées dans les imaginaires du 19e siècle, la parole à la jeunesse et puis plein d'invités pour nous éclairer. Embarquement immédiat. C'était il y a 15 ans, Bill Clinton, l'ancien président des États-Unis, popularise la notion de Smart City, de ville intelligente. Une ville intelligente, pour lui, ça doit être une ville durable. Mais rapidement, des entreprises du numérique comme Cisco, comme IBM reprennent cette expression pour promouvoir leurs solutions, leurs outils. Et là, le message est explicite, la ville intelligente sera numérique ou ne sera pas. Comme souvent dans ce secteur, les entreprises passent à l'action rapidement. Elles se préoccupent peu de passer contrat avec les collectivités territoriales. 10 ans plus tard, elles sont rattrapées par la patrouille, par 2 patrouilles même, le régulateur et le citoyen. Si bien qu'aujourd'hui, l'expression Smart City retrouve son sens initial, son sens clintonien. La ville intelligente, elle se doit d'être durable, résiliente, inclusive. Sera-t-elle smart au sens de numérique, technologique, connectée? C'est le thème de cette émission. Le programme est dense, les invités sont nombreux. J'accueille le premier d'entre eux. Fabrice Bonifay, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur central développement durable et QSE pour qualité, sécurité, environnement chez Bouygues. Vous venez de publier avec Céline Puf-Fardichvili un essai consacré à l'entreprise contributive. Le sous-titre, c'est Concilier monde des affaires et limites planétaires. Et c'est paru chez Duno. Fabrice Bonifay, la ville, qu'est-ce qu'elle a besoin de connecter avant tout? Est-ce que c'est les gens, les lieux, les réseaux? Alors, elle a surtout besoin de connecter ceux qui ont quelque chose à partager et ceux qui voudraient bien l'utiliser. Parce qu'on est aujourd'hui dans un monde où on ne peut plus se permettre que chaque citoyen possède, pour son usage exclusif, les objets du quotidien sans pouvoir le partager. Donc les limites planétaires, c'est précisément prendre en compte en fait ce que la nature était capable de donner. Et on arrive vraiment à l'asymptote, à la limite de ce qu'elle peut donner pour des usages qui sont extrêmement peu intensifs. Donc on a construit des bâtiments, on a construit des véhicules dans les voitures, des routes, etc. Et on s'aperçoit en fait qu'une grande partie de ces infrastructures, alors pas les routes en l'occurrence, sont structurellement sous-utilisées. Et donc l'apport du numérique, ça sera de pouvoir mettre en connexion ceux qui ont des choses à proposer et ceux qui ont besoin de les utiliser. Donc on va rentrer dans une ville qui sera de plus en plus servicielle. C'est-à-dire que les donneurs de produits, de solutions, seront mis en contact avec les preneurs de ces produits et de ces solutions pour intensifier les usages. Alors un seul chiffre, aujourd'hui les bâtiments tertiaires publics, c'est entre 18 et 20% de taux d'utilisation. Le tertiaire privé, c'est 25%. Et avec le télétravail, ça va encore plus s'amplifier. Bien, tous ces espaces vides, les 3/4 du temps, il y a peut-être moyen de mieux les utiliser en faisant rentrer le dehors dedans. Et pour ça, on va avoir besoin du numérique pour connecter en fait les différentes communautés qui, certains ont besoin et d'autres doivent utiliser. Et pour prendre un exemple concret rapidement, vous allez développer de l'hybride par exemple. Comme il y a des véhicules hybrides, vous croyez qu'il faut que le bâtiment soit hybride. C'est quoi un bâtiment hybride? Un bâtiment hybride, c'est un bâtiment qui est conçu en fait, pour avoir plusieurs types d'utilisateurs selon, pendant une journée, une semaine, un mois, etc. Exemple? Exemple, vous avez un bâtiment tertiaire qui a des salles polyvalentes, qui a des salles, des restaurants entreprises pour les employés la journée, mais le soir, pourquoi pas en faire un restaurant privé? Les parkings qui sont utilisés pour une partie des gens qui viennent travailler la journée, puis le soir, pourquoi ne pas la salle de gymnastique, pourquoi ne pas en faire profiter aussi les gens de la ville? Mais si j'ai pas pensé ça au moment où je conçois mon ça bâtiment, marche plus. Et oui, voilà, c'est ça. Ça marche plus parce qu'en fait, il y a quand même un minimum de sécurité à prendre en compte. Il y a des problématiques de pricing également. Il faut savoir qui est là à un certain moment. Donc si vous l'avez pas conçu pour, c'est super compliqué. C'est compliqué a posteriori de rendre votre bâtiment hybride. On va partir en reportage dans quelques instants à Fabrice Bonifay. Une dernière question juste avant. On parle beaucoup de la ville résiliente, mais vous dites qu'il faut aller au-delà, il faut que la ville soit productive. Ah oui. C'est quoi une ville productive en dehors du fait qu'on y produit des richesses par l'activité économique, industrielle ou de service? Il faut qu'elle produise une partie de ses flux physiques. C'est une utopie de penser que la ville est en autosuffisance alimentaire, elle n'y arrivera jamais. Par contre, demain, les bâtiments, et ça va se faire très rapidement, vont devenir producteurs nets d'énergie.
donc d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, Et pour ça, il faut que je me connecte au bâtiment d'à côté, voire au quartier, comment ça fonctionne? À partir du moment où le photovoltaïque est maintenant très très peu cher, on va en tartiner partout dans la ville. Donc les infrastructures vont devenir productrices nettes d'énergie, tout simplement. Et comme les courbes de charge des bâtiments sont différentes, à un moment donné, vous avez des bâtiments qui vont produire plus que ce qu'elles vont consommer elles-mêmes. Donc l'ordre d'idée, c'est de le vendre aux bâtiments d'à côté. Et donc on va voir comme ça des bâtiments, enfin des quartiers, même des îlots, qui vont devenir à la fois vendeurs, mais aussi acheteurs d'énergie en fonction de la journée. Comment changer la ville? Je vous propose de partir à Nantes, où la ville a mis en place un dispositif baptisé le Nantes City Lab. Il permet aux entrepreneurs de tester dans l'espace public leurs projets connectés, donc dans les conditions du réel et à l'échelle. C'est un reportage de Thibaut Chauvet. Aider les entrepreneurs à développer et tester leurs projets au cœur de la ville. C'est l'objectif que s'est lancé la ville de Nantes à travers le dispositif Nantes City Lab. Depuis 3 ans, ce laboratoire d'innovation urbaine met à disposition l'ensemble de l'espace public de la métropole pour tester les idées des entreprises sur le terrain et à l'échelle 1. En 4 ans, 24 projets ont été labellisés Nantes City Lab. Nous, on s'est dit il faut qu'on se mette en capacité, la collectivité, d'offrir justement notre espace public pour à un moment donné aller confronter ces innovations très en amont et puis le besoin réel. Est-ce qu'il y a encore des choses à maturer ou non? Est-ce qu'effectivement aujourd'hui les Nantais et Nantaises répondent oui, ça répond à un vrai besoin aujourd'hui dans mon quotidien. Nicolas Well est docteur en urbanisme. Avec le Nantes City Lab, il a travaillé sur un projet d'éclairage d'un site sportif composé d'un skatepark et d'une aire de sport. Cet éclairage créatif permet aux usagers de pratiquer dans les meilleures conditions possibles jusqu'à 22 h pour une extinction des feux à 22 h 30. L'approche aujourd'hui politique de l'éclairage, souvent on fait des projets qui sont parfois détachés des usages des lieux sur lesquels on travaille. Et toute l'idée de l'expérimentation avec le Nantes City Lab était de rencontrer en amont les usagers et les usagères pour comprendre quels étaient leurs besoins, leurs pratiques dans le temps et dans l'espace du lieu et de configurer un projet d'éclairage en amont qui réponde précisément à leurs pratiques. Là où la ville a été vraiment d'un soutien précieux quelque part, c'est dans la fourniture d'un lieu d'expérimentation. Autre projet du Nantes City Lab, le Mobilipod. Sur les bords de Loire, dans le quartier de Trentemoux, cet ancien conteneur a été réhabilité en abri vélo par un chantier d'insertion. Et il est depuis peu équipé de dalles photovoltaïques pour être entièrement sécurisé. Une collaboration entre une start-up nantaise et un groupe de travaux publics. On avait besoin collectivement, Nielsen Concept et l'entreprise Colas, de tester sur un premier site l'apport combiné de nos expertises, des abris vélos sécurisés et des vélos en libre service avec une production photovoltaïque qui est réalisée au travers des dalles Wattway qui sont collées au sol. Ce que l'expérimentation a pu apporter, c'était déjà de pouvoir tester en réel sur site avec des usagers et se conforter sur les hypothèses qu'on avait pu émettre sur la capacité du photovoltaïque de recharger l'ensemble des vélos électriques des usagers qui sont dans l'abri vélo. Retour dans le centre-ville de Nantes pour découvrir le nuage. Ce luminaire donne un état de la qualité de l'air en temps réel grâce à un code couleur. L'objectif, sensibiliser les citoyens sur la qualité de l'air en rendant visible l'invisible. Pour ça, l'association RPI de la Loire a collaboré avec plusieurs entités locales pour mettre au point ce mobilier urbain. Le Nantes City Lab, en plus d'avoir aidé à faire émerger cette idée, nous a permis de nous mettre en relation avec des designers pour construire ce nuage. Ils ont lancé un appel d'offres pour que des designers puissent répondre et construire ce mobilier sensible. Et puis derrière, ils nous ont aussi aidé à nous cadrer sur ce projet et à nous mettre en relation avec les partenaires, les acteurs locaux, qui nous ont permis de compléter, d'enrichir ce projet. Les expérimentations du Nantes City Lab durent entre 12 et 24 mois. À la fin de cette période, si l'expérience n'est pas concluante, les installations sont retirées de l'espace public. Dans le cas contraire, les innovateurs peuvent aller chercher des financements, comme le fonds Nantes Transition, pour finaliser et lancer leur projet. Alban Godard nous a rejoint. Bonjour Alban. Bonjour. Vous êtes spécialiste de développement urbain. Longtemps, vous avez dirigé une structure comparable. L'Urban Lab, c'était à Paris. Ce temps de l'expérimentation, ce temps de la rencontre avec les usages et avec les usagers, en quoi est-il essentiel ?
Alors il est important parce que justement il permet cette connexion entre les entrepreneurs, les décideurs de la ville et les citoyens et de voir justement, comme on le dit très bien dans le reportage, ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne peut-être moins bien avant de faire des investissements massifs. Ce qu'une ville investit, une autre peut le récupérer d'ailleurs. Complètement, au contraire, oui, c'est ça aussi l'intérêt de l'expérimentation urbaine, surtout si vous faites une bonne évaluation, c'est que vous allez pouvoir transmettre les leçons apprises à d'autres villes qui ont un tissu, on va dire, similaire. En préparant cette émission, vous nous avez dit, Alban, ville connectée, vous êtes sympa, mais c'est la définition même de la ville, la connexion. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça ? Globalement, l'intelligence et la connexion, oui, c'est la définition même de la ville. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut revenir peut-être à ce que ça veut dire ce vocabulaire. Qu'est-ce que c'est une ville ? C'est, si on simplifie, la concordance entre de la densité et de la diversité. Donc c'est comment est-ce qu'on concentre dans un même endroit des gens, des situations, des fonctions très différentes. Et ça va amener finalement beaucoup d'intelligence. Parce que quand vous concentrez des gens, quand vous les connectez entre eux, et du coup, ça amène beaucoup d'intelligence. Mine de rien aussi, les villes, depuis le début, c'est souvent des nœuds, des zones qui sont à la convergence des moyens de communication, des chemins de fer, des routes, des mers, des fleuves, etc. Et donc par nature, elles sont connectées. Mais elles sont connectées entre elles. Au-delà d'amener, pardon Alban, mais au-delà d'amener un changement de degré, n'amène pas quand même un changement de nature, parce qu'on collecte des données dans des quantités absolument phénoménales, avec une vitesse phénoménale, une globalité phénoménale, et les changements vont aussi à une rapidité phénoménale. C'est nouveau ça quand même. Alors c'est nouveau, mais pour moi, je pense qu'il faut garder un peu d'humilité. C'est finalement la suite d'une grande histoire de l'évolution technologique que suivent les villes depuis toujours. D'ailleurs, c'est pas anodin que la roue, la démocratie, l'écriture aient été inventées en ville. Mais finalement, les villes se nourrissent, créent des nouvelles idées, des nouvelles évolutions technologiques et s'en nourrissent depuis la nuit des temps. Donc oui, le numérique amène quelque chose de neuf, mais je ne sais pas s'il va être fondamentalement, cette évolution technologique va être fondamentalement plus importante que par exemple l'arrivée de la voiture. Est-ce que le numérique va plus faire évoluer la ville que l'arrivée de la voiture ? Je ne sais pas. D'une manière différente et dans une suite logique d'évolution technologique qui amène toujours des choses intéressantes et parfois aussi des choses assez négatives. Toutes les réflexions qu'on a sur l'automobile dans la ville aujourd'hui montrent bien que la technique peut avoir des intérêts, des choses positives, peut amener des choses positives, mais aussi des choses négatives dans l'évolution urbaine. Bien sûr. Fabrice, vous êtes d'accord avec ce que dit Alban ? Oui, c'est ce qu'on appelle les mésusages. La voiture, c'est formidable, mais quand il y a trop de voitures, ça devient problématique. Tout est une question de mesure et d'équilibre. La petite différence par rapport aux évolutions du passé, c'est qu'on arrive maintenant à ces fameuses limites planétaires dont on parle dans le livre, et qu'il va falloir rendre la ville désirable en consommant quand même notablement moins de ressources, parce que la ville est aujourd'hui extrêmement gourmande en flux, et on ne peut pas tenir très très longtemps à ce rythme-là. Donc il va falloir la rendre beaucoup plus sobre qu'elle n'a été développée ces 10 ou 20 dernières années. Alors quand vous dites le livre, c'est le livre, il n'y en a qu'un. C'est le livre que vous co-signez avec Céline Puf-Ardichvili sur l'entreprise contributive. Chez Duno, vous préférez à l'expression Smart City, qu'on a traduit nous par ville connectée, mais c'est aussi la ville intelligente, et puis ça peut même être aussi la ville élégante, mais vous, c'est Symbiocity. C'est quoi la Symbiocity ? Je pense que la ville, si on veut la rendre véritablement durable, il faut qu'on puisse s'inspirer plus du vivant. Et le vivant, c'est quoi ? C'est la combinaison entre des fonctions vraiment utiles avec une très grande sobriété de moyens pour faire fonctionner la ville en fait. Et je pense qu'on a complètement perdu avec les énergies fossiles cette notion de limite. Et aujourd'hui, les énergies fossiles ont permis en fait un gaspillage de ressources sans précédent depuis l'histoire de l'humanité. Et il nous reste maintenant très 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 peu de temps pour reconfigurer la ville en se resynchronisant au vivant. Et en remettre le vivant dans la ville, c'est remettre l'essentiel quand même. Et on a besoin de remettre des trames bleues, des trames vertes. Les gens, avec le confinement, ils veulent vraiment des espaces verts. Il faut remettre de la nature en ville. Parce qu'en fait, l'essentiel de la population aspire à avoir une ville plus écologiquement viable en fait. Alban Godard, vous aimez à dire qu'une ville écologiquement viable, une ville où il y aurait aussi du vert, en même temps, ça peut être une ville dense. Ah bien sûr, oui, je pense que c'est pas du tout incompatible. Je pense que la question principale qu'il faut se poser aussi sur cette réflexion autour de la ville connectée, la ville intelligente, en gros c'est
qu'est-ce qu'on veut, quels sont les objectifs auxquels on veut répondre, quels sont les services qu'on veut amener aux citoyens et aux usagers de la ville, et comment est-ce qu'on répond à ces objectifs. Donc, je pense qu'il faut faire un peu attention quand on réfléchit au terme de ville connectée, de ville intelligente ou de smart city, de ne pas avoir une dérive un peu technocentrée en se disant finalement la technologie devient l'objectif. Non, la technologie n'est jamais l'objectif, la technologie est toujours un moyen pour répondre à des objectifs, pour atteindre des ambitions. Et la vraie question, c'est de se dire quels sont les objectifs qu'on veut atteindre. Donc ça peut être amener plus de verre, ça peut être amener un meilleur service aux citoyens, ça peut être réduire les inégalités. Et comment est-ce qu'on se sert de la technologie pour faire ça, et non pas pour amener encore plus d'impact négatif sur la ville. Je pense que la question des inégalités est particulièrement intéressante. Voilà, si on crée une ville très connectée ou très liée au numérique, aux usages du numérique, est-ce qu'on ne risque pas de créer une catégorie de citoyens qui pourraient être des smart citoyens? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, des gens qui ont en fait le capital culturel, social, financier d'accéder à ces technologies, et puis d'autres citoyens qui auraient besoin d'un médiateur entre eux et leurs droits et leurs services. Fabrice Bonifay, vous êtes aussi président du C3D, c'est le Collège des directeurs du développement durable. Je crois 180 directeurs du développement durable sont membres de cette association. On a longtemps accusé les entreprises de faire ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire de faire des beaux discours sur l'environnement, mais pour des réalités qui les témoignent. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui ça recule vraiment, ou est-ce que finalement il faut y regarder de plus près à chaque fois? Non, moi, je pense que la prise de conscience est réelle. Pendant très longtemps, les citoyens, les entreprises, les personnes n'avaient réellement conscience de l'urgence climatique parce qu'on ne le percevait pas dans notre vie quotidienne. Avec depuis 3-4 ans dans l'actualité en permanence les canicules, les incendies, les catastrophes, les gens prennent conscience qu'il est en train de se passer quelque chose. Et ils ont conscience aussi qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour agir, c'est les scientifiques qui le disent. Donc, et ça se passera en ville. 70% des émissions de gaz à effet de serre, ça vient de la ville. Et bientôt, 70% de l'humanité vivra en ville. Je crois que c'est 2050 selon les Nations Unies. Je ne suis pas tout à fait sûr de cette projection, parce que je pense qu'il y aura une revanche des moyennes villes ou des petites villes. Mais ça reste des villes. Ça reste des villes, c'est vrai, mais les petites villes ont plus de moyens d'assumer ou d'assurer leur propre subsistance, parce qu'elles seront plus facilement productives. Les grandes villes, c'est vraiment problématique. Alban, dans quelques instants, vous allez céder la place sur ce plateau. Antoine Picon, j'ai deux petites questions rapides avant de terminer. Vous avez cité les inégalités sociales comme étant un objectif qui peut guider tout le reste, et notamment l'innovation technologique. L'enjeu climatique, c'est l'autre grand enjeu. C'est fondamental, en effet. Et du coup, ça pose la question des arbitrages. Comment est-ce qu'on arbitre entre une technologie ou une autre, ou un usage ou un autre, ou une évolution, par exemple, la manière dont on construit un bâtiment. L'arbitrage, c'est politique. Mais c'est complètement politique. Et donc, du coup, de se dire comment est-ce que je vais choisir, comment est-ce que je vais arbitrer, en se donnant des grands critères, par exemple le critère écologique ou le critère social, d'inégalité sociale, ça me paraît fondamental. Une petite question à l'emporte-pièce. Vous êtes experte des innovations urbaines. Une innovation que vous auriez vue récemment en France ou à l'international et qui vous semble porteuse? Si je reprends cette réflexion autour de la trame verte, nous, il y a quelques années, on a testé un projet assez massif d'évolution d'un parking. Un parking qui a été complètement transformé pour en faire une zone pensée à la fois comme une place publique et comme une forêt. Donc évidemment avec le fait d'amener des arbres, de réfléchir le revêtement pour qu'il soit transpirant, le fait de réfléchir la manière dont on gère l'eau en sous-sol. Ça me paraît des projets qui sont extrêmement intéressants et qui ne sont pas dans une réflexion pure technologique, mais qui essaie justement d'amener une révolution à la fois sur la nature, le lien, le social et la façon dont on construit une place. Il est à quel endroit ce parking? Il est à Aubervilliers, donc aussi dans un tissu urbain très particulier de Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup Alban. Dans quelques instants, Antoine Picon va prendre votre place. Juste avant, notre chroniqueur Olivier Razemont va nous parler des données. Les données, elles sont évidemment au cœur de la ville connectée et elles ne sont jamais neutres. Olivier Razemont. Un habitat qui n'est pas référencé, c'est un habitat qui n'existe pas. Ce constat, c'est le sociologue du numérique Antoine Courmont qui le fait. Ainsi, lorsqu'une ville ne référence pas ses bidonvilles, ça veut dire qu'ils n'existent pas aux yeux des pouvoirs publics et donc ça justifie de ne pas faire de politique spécifique pour les résorber. Car compter, ce n'est pas seulement répertorier, c'est aussi rendre visible. À l'inverse, ne pas produire de données, c'est produire de la méconnaissance, comme le dit Antoine Courmont. Mais la production de statistiques est de moins en moins un monopole d'État. Des associations et des citoyens se lancent dans ce qu'on appelle le stat-activisme, qui consiste à présenter des données au grand public alors qu'elles n'étaient pas connues auparavant. Ces données sont parfois contestées, mais elles permettent de faire émerger des débats. Par exemple, l'association Respire, qui lutte contre la pollution atmosphérique, a publié
il y a 2 ans, une carte des écoles d'Île-de-France les plus polluées. Mais la science des statistiques pose aussi la question de leur propriété. Et aujourd'hui, les données urbaines appartiennent de plus en plus à des grandes entreprises comme Google, Uber, Airbnb ou même Doctolib. Au-delà de la question de l'anonymisation des données qui est récurrente, il y a le choix qui est fait par les géants du net de produire des données, de les publier lorsque ça les arrange et pas lorsque ça les gêne. Je vous donne un exemple, c'est celui de Airbnb qui publie régulièrement des cartes des villes dans lesquelles il apparaît que les logements de la plateforme sont beaucoup mieux répartis dans la ville que les hôtels qui, eux, sont dans des zones très touristiques. C'est une information qui est très intéressante en soi, mais qui arrange les intérêts de Airbnb, alors que la même plateforme est beaucoup plus réticente à délivrer, par exemple, les revenus des propriétaires qui louent des logements, parce qu'elle s'expose ainsi à des restrictions des municipalités. Comme vous l'avez compris, compter n'est jamais neutre. Antoine Picon, bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'école des ponts Paris Tech. Vous êtes également professeur à Harvard aux États-Unis. Recueillir, stocker, faire circuler toujours plus de données, ça suppose aussi des systèmes toujours plus puissants, toujours plus énergivores. Est-ce que cette croissance est soutenable ? Non. Merci, Je pourrais m'arrêter là. Mais il est quand même clair qu'il va falloir apprendre la sobriété en matière numérique. On nous a longtemps vendu l'idée que le numérique, c'était de l'illimité, ça ne prêtait pas à conséquence. En fait, on sait aujourd'hui que chercher sur Google, ça revient à allumer une ampoule électrique pendant quelques secondes, que votre smartphone consomme à peu près autant qu'un réfrigérateur au cours d'une année. Donc il est évident que tout n'est pas possible et qu'il faut en fait inventer de la frugalité numérique de la même façon que nous essayons d'atteindre la frugalité dans d'autres domaines. C'est quoi la frugalité numérique ? On va faire la chasse au gaspillage comme celles et ceux de ma génération s'en souviennent. On faisait la chasse au gaspillage au moment des chocs pétroliers. Peut-être pas de la même façon, mais je dirais tout n'est pas forcément souhaitable et possible. Par exemple, on ne pourra pas équiper de capteurs toutes les zones du monde de façon aussi dense qu'à Manhattan ou dans le centre de Paris. Toutes les recherches sur Google que vous faites dans la journée ne sont pas toutes nécessaires. Là aussi, ça passe par des enjeux collectifs, mais aussi une nouvelle morale individuelle. Les deux à la fois. Fabrice Bonifay, dans votre domaine chez Bouygues, qui est celui de la construction, il y a quand même beaucoup d'innovations qui sont mises en place dans cette direction de la frugalité. Est-ce que vous avez 1 ou 2 exemples à nous donner ? La data la plus économe, c'est celle qu'on ne produit pas. C'est comme le kilowattheure en fait, ou comme le kilomètre qu'on ne parcourt pas. Data veut dire données, je traduis, voilà. Mais c'est vrai qu'on dit souvent data. Voilà, et je pense que dans le domaine de la frugalité numérique, il faut rappeler qu'il y a certains chiffres quand même. Il y a 9% de la consommation, enfin 4% de la consommation d'énergie au niveau mondial, c'est le numérique, ça augmente de 9% par an. Donc la frugalité numérique, c'est faire comme on fait avec les bâtiments maintenant, c'est d'aller vers ce qu'on appelle des bâtiments passifs. Donc, les bâtiments passifs, c'est des bâtiments qui sont structurellement conçus pour ne pas consommer d'énergie. Donc c'est quoi ? C'est des bâtiments bien isolés ? Super bien isolés. Ça, c'est la priorité des priorités, la mère de toutes les batailles. C'est exactement ça. Et donc, le fait de concevoir ce type de bâtiment, ça permet d'éviter d'utiliser des flux physiques inutilement. Et moi, je pense que dans beaucoup de cas, au niveau du numérique, il sera possible d'utiliser en fait la juste data ou la juste donnée pour donner l'information au capteur qui va sans inflation en fait d'utilisation. Et c'est là que les algorithmes vont pouvoir nous aider. Antoine Picon, qui décide de tout ça ? Vous disiez à l'instant morale individuelle, mais il y a aussi des décisions politiques, des décisions économiques. Comment on organise au niveau mondial, car c'est un enjeu mondial, cette frugalité ? Je crois qu'il va falloir en fait opérer à différents niveaux. Il y a des aspects finalement législatifs, mais il y a aussi des aspects au niveau des villes. Je crois que ça va être central au niveau des villes. Et puis il y a enfin les comportements individuels. Je crois qu'une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est d'articuler les décisions collectives et les comportements individuels. Les bâtiments, par exemple, économes en énergie, ils ont besoin en fait d'utilisateurs qui sont eux aussi économes en énergie. Problème mondial, vous êtes souvent aux États-Unis, je le signalais, vous êtes professeur à Harvard. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous traversez l'Atlantique, que la préoccupation est aussi fortement prise en considération ? On sait que la politique américaine ne se limite pas à ce que Donald Trump a pu en faire, et que notamment au niveau des États, voire au niveau des villes, des décisions plutôt sympathiques ont été prises.
Je crois que l'Europe est plus homogène, je dirais certainement dans sa prise de conscience, je dirais, des enjeux environnementaux. Aux États-Unis, ça varie énormément. Dans un État comme le Massachusetts, je dirais, qui est un État très proche des positions européennes, et puis par exemple le Texas, et les États qui sont encore très dépendants de l'économie carbonée. Donc je dirais que ça dépend un peu. Mais je crois que les États-Unis aussi, il y a quand même un éveil progressif à ces questions. Ne serait-ce aussi, par exemple, même à Miami, le niveau des eaux va monter. Donc je dirais même dans un État comme la Floride, la question environnementale, elle arrive très fort. Vous enseignez, est-ce que celles et ceux qui vont concevoir la ville de demain, et on va tout à l'heure donner la parole à une étudiante d'ailleurs, sont aujourd'hui mieux formés, plus formés que celles et ceux qui les ont précédés sur ces questions-là? Alors je crois qu'ils sont mieux formés, ils sont aussi, je crois, beaucoup plus conscients des enjeux. Je crois qu'ils savent que ça les concerne très directement. Et puis je crois qu'ils sont aussi très politiquement engagés du côté de la défense de l'environnement. Donc je crois que le vent a tourné, et dans le bon sens. Fabrice Bonifay, même constat dans une grande entreprise comme vous avez des jeunes diplômés qui arrivent par exemple en disant non, je ne veux pas aller sur tel poste parce que finalement je ne contribuerai pas suffisamment à sauver la planète, ou finalement quand même un travail c'est toujours bon à prendre? Non, en tout cas, les questions qu'on a des jeunes quand ils arrivent dans l'entreprise, il y a quelques années, c'était en aucun cas sur ces questions-là. Maintenant, 2 questions sur 3, c'est ça. C'est est-ce que vraiment dans le projet sur lequel je vais travailler, est-ce que ce projet a du sens, ne serait-ce que ça? Est-ce qu'il va vraiment être utile pour les communs? Est-ce qu'il va être utile pour l'environnement, pour le social? C'est des questions récurrentes de la part des jeunes qui ont, je pense, beaucoup plus conscience de ce qui est en train de se passer que la génération actuellement au pouvoir, à la fois au niveau politique et encore dans les entreprises. On va revenir à la ville connectée. Ville connectée, il y en a une en France, c'est Dijon qui veut devenir la première ville connectée de France. Là-bas, grâce à une sorte de tour de contrôle, il est possible de gérer, à distance évidemment, les services publics, de les coordonner, de les ajuster en fonction des besoins. On vous fait découvrir tout cela grâce à ce reportage de Thomas Hédoux. En plein centre de la métropole dijonnaise, un poste de contrôle. C'est d'ici que sont pilotés à distance une partie des équipements urbains. Donc là, sur l'ouvrage, je peux effectivement sélectionner l'ouvrage et je peux aussi créer des commandes. Donc là, je vais allumer. On peut à distance éclairer cet endroit ou cet endroit-là, parce qu'on peut prendre la main. Avant, on éclairait toute la ville de manière indifférenciée. Demain, quand on aura rénové l'ensemble de l'éclairage public, on pourra sélectionner des zones, on pourra imaginer des usages différents. Par exemple, si on veut, là il y a un espace de biodiversité avec le jardin ici, si on veut moins détruire les insectes l'été, on pourra baisser fortement l'éclairage pour éviter de dégrader les insectes qui nourrissent les oiseaux, les chauves-souris, la biodiversité. Une connectivité qui profite aux habitants, mais aussi aux opérateurs sur le terrain, notamment grâce à cette tablette qui centralise les informations récoltées. Vous voyez, c'est une ligne rouge et ça nous amène directement à l'armoire qui aligne tous ces ouvrages. Puis ça nous facilite aussi sur la puissance, donc dès qu'on est en bas, on sait directement quelle puissance, donc on peut anticiper et pas besoin de monter en haut. Nommé On Dijon, le projet a nécessité 53 millions d'euros d'investissement public. Après 2 ans de tests, il a été déclaré opérationnel en avril 2019. C'est un projet qu'on pourrait qualifier de invisible, puisque finalement, il s'appuie sur des infrastructures et les équipements comme les éclairages publics, les caméras de vidéoprotection, les bornes que vous voyez là. Et donc, c'est tous ces équipements-là qui font le projet et qui redonnent de l'information en retour dans le cadre du projet. Au cœur de ce projet invisible, le centre de contrôle. Ici, les données des équipements urbains sont rassemblées dans un logiciel appelé Hyperviseur. On a l'ensemble des équipements qui sont connectés, aussi bien des bâtiments, de l'éclairage public, des feux routiers, tout ce qui est caméra, qui vont être connectés avec l'ensemble de l'hyperviseur, qui va générer des alarmes. Donc une alarme qui peut être majeure ou mineure. Je vais aller sélectionner l'équipement en défaut. Là aujourd'hui, on peut voir qu'on a un défaut de transmission sur ce carrefour routier. 50 personnes travaillent ici. Certains opèrent des caméras de vidéosurveillance, d'autres gèrent le trafic des transports en commun. Pour certains scénarios, la coordination entre ces services est indispensable. On peut imaginer, dans le cadre de la gestion d'un incident sur l'espace public, que nos collègues, à partir des images des caméras de vidéosurveillance, puissent être en appui des collègues sur le terrain,
que notre PCO de Dijon puisse venir faciliter l'accès aux services d'intervention en baissant les bornes ou en faisant clignoter les feux tricolores par exemple. Et puis nos collègues de la mobilité, d'avoir la capacité, pourquoi pas, de déplacer une ligne de tram ou en tout cas d'alerter des collègues qui seraient en situation de travail sur le terrain. Avec ce projet qui concerne les 23 communes de la métropole, Dijon souhaite devenir le leader de la ville intelligente en France. Antoine Picon, tous ces systèmes collectent des monceaux de données sur la vie des citadins. Jusque-là, tout fonctionne bien, on est dans un pays démocratique, il y a des pouvoirs, des contre-pouvoirs. Demain, ce système tombe entre les mains d'un régime qui est moins démocratique, d'un régime autoritaire. C'est Big Brother, c'est terrifiant. Oui, enfin, je pense que les risques, ils sont déjà là d'une certaine façon, c'est-à-dire notre vie privée, elle est déjà, je dirais, sans aller jusqu'à ces scénarios catastrophes type Corée du Nord, je dirais, bon, bah, notre vie privée, elle est déjà en partie, il y a des intrusions sans cesse. Je crois que la question, bah, ce que disait tout à l'heure le collaborateur du Monde, les datas, c'est politique. Ça nous concerne nous, ça concerne aussi la façon dont nous vivons en collectivité, oui, je crois qu'on n'y échappe pas. Fabrice Bonifay. Le vrai sujet, c'est plus la cybersécurité aujourd'hui, les attaques venant de l'extérieur. Ça, on voit bien que même des hôpitaux aujourd'hui sont pris à partie, les entreprises, et je pense que le vrai risque immédiat, c'est celui-là, plutôt qu'un risque politique futur probable, enfin futur ou pas probable, on ne sait pas, de demain. Je pense que le risque immédiat, c'est vraiment un risque cyber, je pense, aujourd'hui. Antoine Picon. Oui, je voulais juste rajouter une chose. Je crois qu'il y a un autre risque plus insidieux derrière ces centres de pilotage, etc. C'est de croire que la ville, ça se pilote comme un char d'assaut ou une automobile. Et je crois que la ville, ça se pilote jamais complètement. Donc il faut faire un peu attention parce qu'elle est politique, parce qu'il y a de l'imprévu, parce qu'il y a des mouvements sociaux. Et je crois qu'il faut arriver à trouver la bonne mesure entre les synergies qui sont indéniables de ce que permettent ce type de centre opérationnel et puis une espèce d'hubris dans laquelle on croirait qu'on peut tout contrôler. En tout cas, là, on est dans un système où on va consommer plus, et notamment de l'énergie pour recueillir et produire des données, mais en fait, logiquement, à la fin, le solde est positif. C'est ça. L'idée, c'est qu'effectivement, la dépense numérique, et sa contrepartie, c'est qu'on économise sur d'autres choses. Et puis on économise, on gère aussi mieux les ressources naturelles. J'étais assez sensible au moment où il dit bon, ben, on va baisser l'éclairage public. On sait bien qu'il y a une pollution lumineuse aujourd'hui qui devient un vrai problème à l'échelle de la planète. Ben, ça permet par exemple de mieux gérer ces problèmes-là. Alors justement, quelle est la bonne échelle pour agir et pour connecter? C'est l'échelle, alors je ne vais pas dire du bâtiment, c'est pas assez, mais pour changer des choses, on les change parce qu'on ne part pas de rien, on part de villes qui existent. Donc on part du bâtiment, du quartier, de la ville, de la petite, de la grande, de la région. C'est quoi la bonne échelle? C'est clairement le territoire. C'est quoi un territoire? Le territoire, c'est au-delà de la ville. C'est la ville et son agglomération. À l'échelle du bâtiment, franchement, c'est nettement insuffisant. Les bâtiments doivent être interdépendants les uns des autres, on l'a vu, parce qu'on va être obligé de travailler sur l'intensité d'usage des infrastructures. Mais si on veut avoir une politique vraiment efficace, il faut raisonner au niveau du territoire, parce que c'est la bonne échelle pour avoir les économies d'échelle qui vont être nécessaires pour répondre aux enjeux dont on a parlé tout à l'heure. Oui, j'aurais un peu le même genre de réponse. Enfin, j'aurais tendance à dire que c'est un peu toutes les échelles. Et c'est aussi la capacité de passer d'une échelle à l'autre. C'est que oui, le bâtiment, je crois qu'il est clair, par exemple, au niveau des ressources naturelles, on est à des échelles régionales. Les cours d'eau, ça ne respecte pas les limites municipales. Donc, par exemple, tout ce qui est gestion de la nature, qui va devenir crucial, eh bien, ça va être à des échelles régionales, donc le territoire. Antoine, dans quelques minutes, Maud Rebibou, qui est étudiante, va vous succéder sur ce plateau. Avant la ville numérique intelligente, c'est une ville aujourd'hui qui nous libère ou qui nous asservit? Je crois que ça va dépendre de nous. C'est-à-dire que je dirais la technologie, c'est une plateforme, mais ensuite c'est à nous de construire quel futur voulons-nous collectivement. On le voit bien au niveau des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ne sont pas diaboliques a priori, ils permettent certaines choses et ensuite, nous faisons des choix collectivement. Donc je crois que, je dis toujours, la ville intelligente, la ville connectée, c'est d'abord un problème politique. C'est une question de savoir quel est le vivre ensemble que nous souhaitons pour demain et comment allons-nous mobiliser la technologie à cette fin. Tout à l'heure, par exemple, Alban Godard disait le social, l'environnemental.
sans faire de hiérarchie d'ailleurs entre les deux, si mes souvenirs sont bons. C'est aussi les deux priorités que... Je dirais même qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de social sans environnemental. C'est en fait en train de devenir la même chose. La nature et la société, c'est au fond la même chose. Et je crois qu'il faut les penser ensemble. Et je crois que c'est ça un des enjeux pour la ville de demain. Social versus environnemental, Fabrice Bonifay, ça avait été un des débats juste avant la pandémie, fin du mois, fin du monde. La pandémie est arrivée. Qu'est-ce qui va rester de la crise que nous sommes en train de vivre sur les villes, dans les villes? La démobilité. Je pense que l'un des grands enseignements, c'est pendant très très longtemps, on a cru qu'il y avait des déplacements qui étaient absolument indispensables, le fameux présentéisme dans les entreprises. Puis on s'est aperçu que finalement, il y avait certainement beaucoup trop de présentéisme pour pas assez de télétravail. Donc on doit aller vers un juste équilibre en fait entre la nécessité de se déplacer pour maintenir ne serait-ce que les liens sociaux, mais aussi qu'une composante individuelle du travail peut se faire chez soi et si ça peut éviter quand même 5, 6, 10% des déplacements dans une ville, c'est déjà ça le prix, parce que les mouvements pendulaires, c'est très... Pardon Fabrice, comme la vôtre, chez Bouygues, ceux qui peuvent travailler chez eux ne sont pas non plus ceux qui sont obligés d'aller travailler sur un chantier. D'ailleurs, les niveaux de rémunération ne sont pas les mêmes. Donc est-ce qu'on ne va pas finalement vers la démobilité des riches et la mobilité contrainte des pauvres? Je caricature. Enfin, des pauvres, c'est sûr que tous les métiers ne peuvent pas s'autoriser le télétravail, on le sait bien. Mais au moins, si cela peut faire un effort de ne pas encombrer les transports publics pour laisser ceux qui doivent les utiliser avec des conditions de transport assis, je pense que ce serait mieux. Alors moi, je rajouterais deux choses à ce qui vient d'être dit, avec lequel je suis entièrement d'accord. La première, c'est qu'il va falloir apprendre à vivre plus encore qu'aujourd'hui dans un mode hybride entre finalement la présence physique et l'interface électronique. Ça, on l'a tous vu, Zoom, etc. Et puis l'autre chose, c'est quand même une leçon de solidarité sociale, c'est-à-dire lorsqu'un bidonville est malade du Covid, toute la ville a des problèmes sanitaires. Donc je crois que par rapport à ce que vous venez de dire, l'inégalité, ça devient un problème et on l'a mesuré au moment du Covid-19. Antoine Picon, merci beaucoup. Merci. Fabrice, on se retrouve dans quelques instants. Le temps de se demander ensemble comment on voyait la ville du futur à la fin du 19e siècle. Petite plongée dans les archives de la Bibliothèque nationale de France et les univers d'Albert Robida et de Jean-Marc Côté. Ce retour vers le futur a été réalisé par Lucille Berland, Mélodie Da Fonseca et Josefa Lopez en partenariat avec la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Merci d'ailleurs à Chloé Couture. On regarde. Bienvenue dans l'univers de l'écrivain et illustrateur Albert Robida. Dans son roman d'anticipation, Le XXe siècle électrique, il célèbre l'arrivée de la fée électricité dans les villes françaises. Nous sommes en 1891 et l'électricité est vue, à raison, comme une révolution. Elle rendra d'ailleurs possible, un siècle plus tard, la ville connectée que l'on connaît aujourd'hui. Au fil des gravures en noir et blanc, Albert Robida imagine par exemple que les maisons bourgeoises disposeront d'ascenseurs électriques extérieurs aux allures futuristes. Il dépeint aussi le ciel des villes de demain comme un réseau tentaculaire de câbles électriques. Des câbles qui amènent l'éclairage public, bien sûr, mais qui apportent aussi, rêve-t-il, le chauffage et l'électricité dans chaque foyer français. Dans l'œil de Robida, les citoyens du futur pourront être connectés au reste du monde grâce à des moyens de télécommunication modernes. Ici, par exemple, il imagine les étudiants du futur en train de suivre leurs cours à distance à travers un téléphonoscope. Il était loin de se douter que les formations en visioconférence et le télétravail deviendraient monnaie courante 130 ans plus tard. Le peintre français Jean-Marc Côté imagine lui aussi les instruments de communication de demain. Comme ici, avec cet outil dans lequel on peut dicter un message oralement et qui le transmet ensuite par écrit à son destinataire. À l'époque, entre 1840 et 1870, une foule de nouvelles technologies voit le jour. Appareils photo, télégrammes, téléphones, cinématographes, Jean-Marc Côté s'en inspire pour dessiner un appareil révolutionnaire qui combine toutes ces technologies. Pas plus grand que la paume d'une main, ce combiné permettrait de dialoguer instantanément avec quelqu'un, à l'autre bout du monde, avec du son, du texte et même des images. Ça ne vous rappelle rien ?
Maud Rebibou, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en Master 2 Gestion des biens communs à Sciences Po Lille, dans la majeure Développement soutenable. On a choisi pour cette édition 2021 d'INAO de donner la parole aux jeunes. Vous êtes notre jeune de cette première émission, les autres sont très jeunes mais plus d'esprit. Alors la ville que vous voyez, que vous voulez pour demain, vous, et j'espère quelques camarades de votre génération, à quoi elle ressemble? Est-ce qu'elle est numérique, connectée? Est-ce que c'est plus compliqué que ça? C'est beaucoup plus compliqué que ça, oui. Je pense que d'abord, le premier mot, c'est une ville vivante, c'est-à-dire qui intègre les écosystèmes. Parce qu'il y a plusieurs écosystèmes, il n'y a pas que juste mettre une forêt en ville, ça ne suffit pas. En fait, il faut reconnecter aussi les strates du vivant entre elles, et la ville, elle peut aider justement via les trames vertes qu'on a expliqué la dernière fois. Mais aussi, c'est une ville plus inclusive et solidaire. Les inégalités, ce sont des choses, ce sont des enjeux à prendre autant en considération que les enjeux écologiques. Et aujourd'hui, on ne peut pas dissocier ces deux enjeux-là. On ne peut pas prioriser l'un sur l'autre. Est-ce que vous avez l'impression que celles et ceux qui vous ont précédé dans des postes de responsabilité vous laissent un monde de dingue, où on entasse les technologies, on entasse toujours plus sans se poser de questions? Je suis un peu déçue aussi parce qu'on nous a promis beaucoup de choses avec le numérique, en nous disant qu'il y allait avoir justement une décarbonation de l'économie. Mais en fait, la superposition des technologies, on voit que il y a tout un côté qui est laissé en suspens dans les réflexions. C'est l'énergie grise, notamment tout ce qui est l'extraction des ressources comme les minéraux, les métaux rares ou les minerais qui sont utiles en fait à la construction des infrastructures numériques. Aujourd'hui, on n'en parle jamais. C'est insoutenable en fait. Écologiquement, c'est pas possible de continuer. Ce ne sont pas des ressources infinies. Et la consommation du numérique aujourd'hui, en fait, sur le long terme, ce n'est pas viable de continuer sur cette consommation-là parce que de toute manière, on n'aurait même pas assez de ressources matérielles pour construire ces infrastructures numériques. Tout à l'heure, Antoine Picon disait il y a des décisions politiques, il y a les politiques mises en œuvre par les entreprises, il y a aussi, disait-il, une forme de morale individuelle. Est-ce que les jeunes, vous êtes quand même des gros consommateurs de numérique au quotidien, de smartphones, de réseaux sociaux? Est-ce que c'est un enjeu pour vous? Alors, c'est un enjeu, mais pour moi, le comportement individuel, c'est pas la panacée. Personnellement, ça m'aide à pas rester dans cette immobilisation de l'engagement, parce que face en fait aux crises écologiques, on peut se sentir un peu individuellement déphasé et donc ne plus pouvoir agir. Et juste changer ses comportements individuels, ça permet de continuer à s'engager, mais pour moi c'est le politique qui prime. C'est l'organisation sociale, c'est l'organisation de la société qui va permettre en fait de faire vraiment bouger les lignes. Et c'est pas qu'un État, c'est le monde entier en fait. Fabrice, quand vous entendez Maud, vous reconnaissez les étudiants que vous avez interviewés avec Céline Puff-Ardishvili, je n'ai pas rappelé son nom tout à l'heure, qui est la co-autrice de votre ouvrage. Ouais. Bon, je pense que les jeunes ont beaucoup de maturité sur le faux rêve du technosolutionnisme. Je pense que maintenant on a bien conscience que oui, ça ne sert à rien de dire que la technologie va tout changer. La technologie va nous aider à changer, mais la technologie seule ne sera pas la solution, et c'était dit par M. Picon tout à l'heure. Donc il va falloir que le politique prenne ses responsabilités et sache prendre des décisions de régulation qui permettront donc de garder le meilleur de la technologie pour les fonctions de confort du quotidien, tout en ayant un réalisme sur l'évolution des consommations, car si on est dans le toujours plus, toute cette belle histoire, toutes ces belles fables, tout ça, ça va vite s'arrêter. Maud, il y a aussi une dimension société de surveillance, je crois, à laquelle vous êtes assez sensible. Vous disiez que c'est un problème mondial. Alors, il y a la question de la consommation des ressources, il y a aussi celle des libertés individuelles. C'est compliqué, vu d'une démocratie, de dire on va imposer à un pays, par exemple, au hasard la Chine, de changer son système politique pour en faire autre chose. Donc, à la fois, c'est comment vous voyez ce danger sur les libertés individuelles ?
Le problème, je pense que c'est qu'il n'y a pas assez de règles au préalable en fait. Le numérique, il s'est développé un peu de manière sporadique et parce que c'est quelque chose de nouveau en réalité dans nos vies. C'est très récent sur l'échelle de la vie humaine et donc le politique n'a pas su saisir, je pense, la question et n'a pas su en fait définir les règles du jeu dès le début. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec notamment des problématiques de cyberattaque parce qu'on n'a pas su en fait mettre suffisamment de barrières dès le début ou en tout cas définir un cadre qui puisse protéger à la fois les libertés individuelles et collectives. Vous êtes étudiante à Sciences Po Lille, vous avez l'impression que la majorité de vos camarades, pour ne prendre que ceux de Sciences Po Lille, sont sensibles au même combat que vous ou pas tant que ça finalement? Le combat est aussi à mener dans votre génération. Je pense qu'on est tous sensibles, mais sur des échelles différentes, oui, des degrés divers. Et aussi, on ne voit pas forcément la solution de la même façon. Par exemple, dans ma classe, en tout cas, majeure développement soutenable, on est tous sur la même longueur d'onde. On considère que les hautes technologies sont pas du tout la panacée. Pour citer un exemple pour lequel on a beaucoup travaillé, c'est l'ingénieur Philippe Biwi qui a travaillé sur les low-tech. Donc les low-tech, on va peut-être traduire le terme. C'est l'inverse des high-tech, donc c'est les basses technologies. Donc ce sont des technologies qui utilisent très peu de ressources. Et en tout cas, si elles utilisent des ressources, il faut que ce soit des ressources renouvelables et qui soient aussi, qui permettent aussi de revoir nos usages. C'est-à-dire que ces low-tech, on doit par exemple les partager avec une communauté. L'idée, c'est pas de posséder pour soi, mais c'est de partager et en tout cas des objets qui soient beaucoup plus simples à réaliser en termes techniques. Donc pas besoin de composants électroniques que l'on va chercher dans une dizaine de pays du monde et qu'on assemble dans un autre pays en usine. Voilà, c'est remettre en perspective la technologie. Il y a un peu l'idée du multi-usage ou du bâtiment hybride, mais un parking hybride, c'est bien, moi ça me fait pas trop peur. J'enlève ma voiture le matin, on en met une autre à la plage, je trouve ça sympathique. Un appartement communautaire, ça m'embêterait plus. Comme on le faisait en Union soviétique à une époque, mais au fond ça pourrait se faire aussi. C'est-à-dire mon appartement est libre toute une partie de la journée. Jusqu'où on va dans ce partage de la ressource? Non mais là encore une fois, je pense que ça sert à rien de vouloir passer d'un extrême à l'autre. Dans tout, il y a une juste mesure. On n'en est pas encore à partager nos appartements, mais partager des espaces publics, ça me paraît quand même du bon sens. Et je pense que commençons déjà par l'accessible avant d'envisager l'inaccessible. Fabrice Bonifay, mot de la fin, vous croyez qu'on peut concilier monde des affaires et limites planétaires? C'est le sous-titre de cet ouvrage que vous publiez avec Céline Puffardichvili. Si je vous donne 30 secondes pour convaincre celles et ceux, et je pense qu'ils sont encore nombreux, qui pensent que ce n'est pas conciliable le monde des affaires, et je pense que vous avez choisi ce mot à dessein, monde des affaires et limites planétaires. Vous savez, le développement durable, ce n'est pas une obligation, parce que la survie, ce n'est pas une obligation. Donc toutes les personnes qui pensent que le futur va être une continuité linéaire du passé, je pense que ça va être un peu compliqué pour eux dans les années qui viennent, si on en croit ce que disent les scientifiques depuis 40 ans, qui s'ypoumonnent en nous disant qu'à ce rythme actuel, la planète sera invivable bien avant la fin du siècle en cours. Donc ceux qui veulent maintenir un business viable ont intérêt à lire le bouquin, parce qu'on va avoir deux choix. Soit continuer comme avant, continuer de gagner peut-être beaucoup d'argent, mais ça risque de s'arrêter assez vite, soit accepter d'en gagner différemment, mais en gagnant tout le temps, et ça peut durer un peu plus longtemps. Bon, c'est pas tout à fait la décroissance, c'est même pas du tout la décroissance, mais c'est une autre forme de croissance. Vous êtes plutôt pour la décroissance en un mot, Maud? Oui, mais si le mot décroissance fait peur, je pense qu'on pourrait utiliser sobriété. Sobriété. Ça nous fait un joli mot de la fin. Merci beaucoup, Maud Rebibou, vous êtes étudiante à Sciences Po Lille. Fabrice Bonifay, merci beaucoup. Fin de cette émission d'INAOUT consacrée à la ville connectée. Merci également à ceux qui ont permis sa réalisation. Dans ce cas, alors je vous signale que nos invités n'ont pas voulu, ils ont regardé d'abord, ils ont bien vérifié que c'était un bus électrique avant de monter dedans, donc c'est 100% électrique actuellement dans les rues de Rennes. Merci aussi donc aux équipes ici présentes, aux journalistes du Monde Isabelle Henbel, Laetitia Van Écoute, Olivier Razemont ainsi qu'à Valentine Machu. Merci à nos hôtes, TVR et la métropole de Rennes. Prochain rendez-vous, la ville au féminin, c'est toujours sur TVR et sur lemonde.fr.